vais attendre qu'il y ait 2-3 personnes qui arrivent. Je suis aujourd'hui en Aveyron, au milieu des vaches. Et l'idée, c'est que je suis sur une exploitation laitière pour poser des questions à l'éleveuse. L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne, une exploitation laitière. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans une boîte de lait infantile. Donc je sais pas si vous voyez le cadre, c'est assez ouf. Ça change un peu de ma vue parisienne. Voilà. Donc merci de nous rejoindre pour ce live, c'est vraiment trop cool. Et je vais rejoindre, vous allez voir. Hop, je vous emmène avec moi et on va rencontrer Lucie, qui est l'exploitante responsable de cet élevage. Voilà, bonjour Lucie. Bonjour à tous. Alors en fait, on avait envie, Lucie et moi, de vous raconter un peu comment ça se passe concrètement un élevage de vaches laitières. Parce qu'il y a beaucoup de mythes et beaucoup d'infos qui tournent autour de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi et une réalité qu'on connaît, en tout cas que moi, en tant que pure citadine, on connaît mal. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa et merci beaucoup Lucie de nous ouvrir tes portes parce que c'est vraiment chouette. Ce matin on a fait la traite des vaches, on a été voir les petits veaux, tétés, etc. Donc voilà, je vous présente Lucie, on est en Aveyron du coup chez elle, elle a la gentillesse de nous recevoir. Lucie travaille pour Nactalia Bio, je vais y arriver, et c'est dans ce contexte-là en fait que je fais cette interview. Alors Lucie, moi ce que j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier qui est quand même un sacerdoce. Lucie, t'as commencé à quelle heure la traite ce matin ? 6h. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier ? Déjà, je suis fille d'éleveuse laitier. Je suis née ici sur cette exploitation. J'ai toujours grandi à la ferme, dans une ferme à taille humaine, une ferme familiale. Donc j'ai baigné là-dedans depuis l'enfance. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours adoré les animaux, la nature, être en contact avec la nature, les arbres, les saisons, le rythme des saisons toute l'année. C'était quelque chose qui était essentiel pour moi. Et reprendre cette exploitation familiale, c'était assurer une continuité un petit peu familiale, patrimoniale aussi, et m'engager sur la durée, en tout cas faire perdurer cette entreprise, c'était important pour moi. Ouais, parce que tu nous disais tout à l'heure, ton père travaille encore un peu avec toi. Oui, mon père est à la retraite depuis 4 ans, mais ici les agriculteurs, quand ils prennent leur retraite, ils laissent un peu leur bébé aux générations qui suivent, mais ils ont du mal à le laisser justement, et ils continuent de travailler pour que la structure perdure, ouais, et se développe. Ouais. Donc il est là, il veille justement sur le troupeau, il m'aide quand j'ai besoin de lui, il vient me donner un coup de main quand il y a des pointes de travail. On l'a vu ce matin, c'était... Ouais. Alors moi, il faut que vous sachiez les gars, je me suis pas du tout fait respecter, je me suis fait chier dessus en fait par une vache ce matin pendant la traite. Ton papa il rigolait justement parce qu'il disait genre les Parisiens, elles ont pas eu le réflexe de se pousser trop. Voilà, c'était assez marrant. Donc je me suis pas du tout fait respecter. Voilà. Alors quand elles ont ce réflexe-là, c'est qu'elles ont un peu du stress, elles ne sont pas forcément habituées à voir du monde dans la salle de traite. Une vache, ça a son rituel. Le matin 6h, le soir 6h à la traite. Ouais, t'as une traite 2 fois par jour, c'est ce que tu nous disais. Traite 2 fois par jour. Donc quand il y a des personnes étrangères qui arrivent, c'est des animaux hypersensibles, hyper à l'affût de ce qui se passe autour d'eux. Et leur petit réflexe, c'est de bouser, effectivement. C'est un petit cadeau de bienvenue, écoute, c'est pas grave. Le stress, je me suis fait baptiser, c'est voilà, très bien, voilà. Je leur en tiens par rigueur. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que toi, tu es sur une exploitation, tu as fait le choix du bio pour ton exploitation laitière. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les subtilités entre un élevage classique, traditionnel, on va dire, et un élevage bio ? Alors un élevage laitier bio, la grosse particularité, c'est que déjà on n'utilise pas de produits chimiques sur nos cultures ou sur nos parcelles. Donc tout l'engrais, il n'y a pas d'engrais ici qui est acheté. On fertilise nos prairies avec de l'engrais organique, c'est-à-dire avec du fumier produit par nos vaches. Okay. Donc on n'achète rien dans des usines pétrochimiques. Okay. Deuxième chose aussi, c'est que le pâturage, c'est indispensable dans un élevage bio. Nos animaux, ils sortent les 3/4 de l'année. Donc dès qu'on peut, au printemps, dès que l'herbe commence à repousser, les animaux sont dehors à la pâture, et c'est ce qui constitue la base de leur alimentation. Ouais. Ok. Et troisième point ensuite, qui est hyper important aussi sur le bio,
c'est par rapport aux soins qu'on procure à nos animaux, on ne doit pas donner d'antibiotiques en soins de première intention. D'accord. Nous, on n'utilise que des méthodes alternatives. Donc, moi, j'utilise des huiles essentielles. Quand, par exemple, la vache a une petite infection à sa mamelle, et on va la soigner, on va lui faire des massages avec des huiles essentielles, on va essayer de bien faire sortir l'infection manuellement. Ouais. Et du coup, on n'a pas de problème avec de l'antibiorésistance dans notre produit, quoi. Puisque chaque fois, l'éleveur, il est là pour soigner localement la pathologie de la vache. D'accord. Mais si un jour une vache a vraiment une maladie grave et qu'avec nos soins de premières intentions, nos huiles essentielles, on n'arrive pas à les soigner, à les guérir, on ne va pas laisser mourir notre animal, on va appeler un vétérinaire qui, lui, va venir administrer éventuellement un antibiotique s'il le faut. D'accord. Mais on n'a droit qu'à une seule intention d'antibiotique. Ouais. Si on est amené à le faire plusieurs fois dans l'année ou au cours de la carrière de la vache, le lait est automatiquement exclu de l'exploitation. Il n'est plus dans le circuit des autres laits, il ne va plus aller dans le tank à lait pour la valorisation du produit, quoi. D'accord. J'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous avez l'habitude des lives, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est que je donne la parole à Lucie dans un premier temps pour qu'elle nous raconte un peu son métier et un peu son quotidien. Mais voilà, on posera les questions après dans un second temps, et j'avais noté aussi celles que vous aviez déjà posées en story. Voilà. Il y a une question que je me posais aussi, Lucie, c'est quid de la nourriture que tu donnes à tes vaches, du coup? Parce que tu m'expliquais qu'en gros, il faut être en autonomie quand on est éleveur. Oui. Parce que sinon, tu ne peux pas faire survivre ton exploitation. C'est ça. En fait, un élevage laitier, c'est de l'élevage extensif, moi, dans mon cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine surface d'hectares pour pouvoir faire pâturer les animaux et pour pouvoir aussi récolter du fourrage et des céréales pour passer l'hiver. Ici, on est dans l'Aveyron, on est presque à 700 mètres d'altitude. L'hiver, il n'y a pas d'herbe, ça ne pousse pas. Ouais. Donc les vaches, l'hiver, sont en bâtiment, mais sont alimentées à fourrager avec du fourrage qu'on a récolté au printemps. D'accord. Donc ici, pour faire du lait bio, il faut être autonome avec ce fourrage. Toute l'alimentation qu'elles consomment, les vaches, même l'hiver, est produite sur l'exploitation. Donc au printemps, on fait des stocks. Au printemps, l'herbe pousse, c'est le moment où il y en a le plus. On récolte cette herbe sous forme de fourrage humide ou sec. On les stocke pour l'hiver, et c'est là que ces fourrages, on sait qu'elles vont consommer que ces fourrages produits à la ferme. On n'en achète pas. Le but, c'est que tout ce qui sort de terre ici serve à alimenter les vaches. D'accord. Voilà. Donc tu es en autonomie complète pour nourrir tes vaches. Oui, c'est ça. Et en termes de contenu, qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Alors une vache, déjà c'est un herbivore et c'est un polygastrique ruminant. Donc ça mange essentiellement de la cellulose, c'est-à-dire de l'herbe. Elle a un pouvoir formidable, la vache, c'est que c'est le seul être vivant à pouvoir ingérer jusqu'à 15, 16, 17 kg de matière sèche par jour et à pouvoir transformer cette matière sèche en lait, en produit lait. Donc une vache, ça mange de l'herbe sèche ou humide ou verte comme là. Et ensuite, pour qu'elle soit en forme, bien équilibrée et qu'elle ait un peu plus d'énergie, parce que quand même c'est des grandes productrices, on leur donne quelques concentrés, 2 kg à 3 kg par jour de concentré. Le concentré, c'est quoi? C'est de l'alimentation qui contient de l'énergie et de la protéine. Et nous, dans notre cas, on la produit aussi sur la ferme. Tout simplement, ce sont des métailles, des mélanges de céréales. Ah oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Avec de l'épeautre, du seigle, du blé, du triticale. On mélange 5 ou 6 variétés de céréales ensemble. D'accord. Ça fait un peu comme le muesli que vous pouvez mettre le matin sur votre table de petit-déj. C'est ça, c'est une sorte de muesli. On donne ça aux vaches sous forme concentrée, en petite dose, et ça leur permet de garder de l'énergie, de faire un peu de fibres aussi dans leur alimentation. Et puis aussi, c'est un petit peu leur friandise aussi, quoi. Ça apporte un peu de sucre. J'aime bien ça, quoi. Okay. Voilà. Et du coup, une de tes journées type, est-ce que tu peux nous décrire à peu près ce que ça donne? La journée type, donc le matin 6h, on va chercher les vaches à la pâture, puisqu'en ce moment elles sont dehors jour et nuit. C'est la période où il fait le plus beau de l'année, donc elles dorment dehors. C'est vite dit, hein. C'est un peu l'arnaque. Hein. Aujourd'hui, un peu dégoûtée. Aujourd'hui, on a des températures un peu fraîches, effectivement, mais globalement, c'est l'été et on peut vraiment les faire pâturer jour et nuit. Donc on va les chercher dans leur parcelle, on les ramène dans le bâtiment, ça prend un petit quart d'heure. Ensuite on démarre la machine à traire, on traite, ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On s'occupe des autres animaux présents sur l'élevage, donc les veaux, les génisses de renouvellement, on donne à manger à tout le monde.
Ensuite, on nettoie le bâtiment parce que, comme tu l'as dit ce C'est matin... un sacré business. Je peux témoigner, c'est un sacré business. Il y a des bouses à balayer. Il y a du boulot, ouais. C'est encore... c'est des animaux qui mangent beaucoup et ça rejette beaucoup d'excréments. Donc, il faut nettoyer le bâtiment, qu'elle soit bien propre. On est là pour recueillir du lait dans des bonnes conditions, donc il faut le faire tous les jours. Ensuite, on conduit les animaux à la pâture comme là ce matin. Et puis après, l'éleveur, il a le temps d'aller boire un petit café, quand même. Et de rentrer un petit peu chez lui, de faire un peu d'administratif parfois, ou d'aller voir un voisin pour, par exemple, s'entraider, ce genre de choses. Et puis si on a, par exemple, un très beau temps, là, on attend vraiment le retour du soleil, on va aller faire nos fourrages, on va aller faire du foin. Donc on va dans une parcelle, on fauche l'herbe, on la laisse sécher plusieurs jours, on la met en botte et on la ramène au bâtiment. Okay. Et le soir, on va de nouveau rechercher nos animaux à la pâture vers 17h30. On les repasse à la traite à 18h et puis après on les remet dehors pour la nuit. Voilà. Mais c'est quand même un boulot non-stop. T'as pas, si tu n'es pas là, il faut que quelqu'un prenne le relais. Oui. C'est tous les jours la traite. Une vache, la vache laitière, c'est tous les jours et toute l'année, dimanche et jours fériés. On ne peut pas laisser des animaux tout seuls sur une ferme sans personne pour les surveiller. Parce que déjà, le lait... Quand elles ont démarré leur lactation, ça tire sur leur pie. Elles ont besoin que le lait soit trait 2 fois par jour. C'est pour leur bien-être, ça. Sinon, c'est des vaches avec tout ce qu'elles mangent. Ça leur ferait mal si on ne les trayait pas. Donc la traite, c'est indispensable pour elles. Et puis après, il faut s'assurer qu'elles aient bien à manger, qu'elles aient leur clôture bien délimitée, qu'elles aient leur paillage bien propre, que le bâtiment soit prêt pour le soir, etc. Donc c'est du boulot non-stop, effectivement. Et les vacances, ça se passe comment? Les vacances, je fais partie des agricultrices qui arrivent à prendre des vacances parce qu'on est très organisés. On est 3 sur l'exploitation. Donc mon papa m'aide encore beaucoup, il est bénévole en retraite, donc il tient à me filer un coup de main pour que j'arrive à souffler de temps en temps. Et puis j'ai un salarié aussi qui vient m'aider ponctuellement, qui prend le relais quand je suis pas là ou quand je veux prendre des vacances, effectivement. Okay. Alors pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y avait aussi pas mal de questions qui tournaient autour de ça, à commencer par les miennes, parce que moi j'avais beau connaître un peu le concept, quand on regarde un peu de plus près, il faut qu'on comprenne. Ta vache laitière, pour qu'elle donne du lait, il faut qu'elle soit donc qu'elle mette bas, qu'elle ait un veau. Comme tous les mammifères. Comme tous les mammifères, on est d'accord. On ne peut avoir une montée de lait que quand on a besoin de nourrir un bébé, quoi. Tout à fait. Et donc, pour que tes vaches elles donnent du lait, il faut qu'elles soient inséminées. Oui. Et, ou reproduites avec un alors comment ça se passe justement? Est-ce que tu veux nous parler de cette partie-là? Alors moi je fais les deux. Donc mes vaches, l'hiver en fait, on les fait inséminer, on en fait inséminer une vingtaine. Les meilleures du troupeau, les plus productives en fait. On va les choisir et on va les faire inséminer avec des semences de taureaux confirmées qui vont nous aider à améliorer la génétique de notre troupeau. C'est-à-dire, moi par exemple, je vais rechercher une vache robuste, rustique, qui a de bons aplombs, qui est une bonne productrice, mais qui aussi va durer dans le temps. C'est vraiment mon critère de choix. D'accord. Et après, sur les 30 autres vaches, elles, je les laisse se reproduire avec un taureau d'élevage qui est pas un taureau Holstein comme ces vaches-là, qui est un taureau limousin, pour faire des veaux croisés. Donc j'ai sur 20 vaches qui sont inséminées l'hiver, j'ai une vingtaine de petits veaux qui naissent pure race, que je vais garder sur l'élevage pour renouveler le troupeau pour les générations futures. Okay. Et après, j'ai une trentaine d'autres petits veaux croisés, cette fois-ci, issus de la monte naturelle entre le taureau limousin et la vache Holstein, qui eux, en fait, vont être élevés sur la ferme pendant 1 mois et demi avec du lait maternel. D'accord. Ils boivent que le lait de leur mère pendant 1 mois et demi. En bio, ça aussi c'est une caractéristique du bio, c'est qu'on n'a pas droit au lait en poudre pour nos veaux. D'accord. C'est-à-dire que les mères passent en salle de traite et nourrissent leurs veaux avec ce lait, comme tu as pu voir ce matin pendant la tétée. Et ensuite, ces veaux, ils sortent du circuit de la ferme. C'est-à-dire que moi, ici, je fais du lait, je fais un élevage de vaches laitières. On va avoir une copine. On a une copine à regarder. Salut. Bah ouais, qu'est-ce que c'est? C'est ton premier live? Okay. Donc les petits veaux croisés, ceux issus de la monte naturelle Elle me bouffe mon câble, les gars. C'est génial. Ceux issus de la monte naturelle et des autres vaches.
ben, eux, voilà, ils vont partir dans un autre élevage après. Moi, je ne vais pas les garder. Ok. Je n'élève pas des veaux, moi, ici. Eh, dis donc, regardez, il n'y a plus de respect. Voilà, on a une grosse curieuse là qui vient voir, qui ne connaît pas trop. C'est vrai qu'elles ne sont pas trop habituées à voir du monde comme ça. Donc, elles viennent nous faire un petit coucou. Et, Bah, elles ont bien raison, écoute. C'est leur heure de gloire. ouais, voilà. J'adore. Ok, donc les veaux que tu gardes après pour en faire des vaches à lait, Ouais. concrètement. Les petits que tu gardes un Alors- mois et demi, quoi qu'il arrive. Ouais. Ils sont nourris avec le lait maternel et pas du lait en poudre. Elle est à fond, les gars. Ouais. Elle est à Elle veut fond. se faire gratter, Bah en ouais, je vois. Salut ma belle. Elle s'appelle comment, elle? Parce que tu disais que tu donnais un nom à chacune de tes vaches. Alors, elle s'appelle Joséphine. Madame. Voilà. Joséphine la curieuse. Qui mange mes bottes. Ouais, elle lèche un peu tout ce qui passe. Tout ce qui passe. J'adore. Excellent. Donc ouais, tu disais donc un mois et demi tu gardes Les veaux, les veaux. ouais, ils sont vendus à peu près à 2 mois. Ils sont vendus dans un autre élevage. Ils sont vendus dans un autre élevage. Et là, ça devient après des élevages de veaux spécialisés là-dedans. Mais nous, on ne fait pas ça ici. On ne garde pas ces veaux. Nous, on va garder que les veaux pour le renouvellement du cheptel, les femelles en fait. D'accord. En élevage, c'est vrai qu'en élevage laitier, il vaut mieux être une femelle en fait. Ouais. On a une carrière de vache laitière qui va démarrer quand on est une femelle. D'accord. Allez. Et du coup, toi, tu sais, on en avait parlé un petit peu, tu sais ce que deviennent les veaux que tu vends ou c'est compliqué? Oui, alors les veaux que je vends, ils sont élevés, ils partent soit en Espagne, des fois, un circuit espagnol, on a beaucoup de demandes par rapport à ça, mais moi je m'occupe pas de la vente, en fait c'est des marchands qui passent, des négociants qui viennent nous dire on a besoin de 4 veaux, est-ce que vous en avez? Ben, moi je leur dis ok, prenez-les, ou si ça me plaît pas, si le prix me plaît pas, je les vends pas. D'accord. Donc ils partent en élevage, là ils vont être élevés pendant à peu près 6 mois par des éleveurs de veaux et ça va faire de la viande de veau après des jeunes bovins quoi, élevés, croisés, issus des élevages laitiers quoi. Ok. La plupart de la viande consommée en France, il y en a beaucoup qui viennent de ces élevages quoi. Mais c'est des veaux qui vont être élevés plutôt en intérieur quoi, pas trop en extérieur pour le coup. La grosse différence entre un élevage laitier comme ici et un élevage de bovins allaitants type broutard, c'est que les veaux sont élevés les veaux ici, il n'y en a pas. Ils ne sont pas élevés à la ferme. Alors qu'en broutard, ils sont élevés à la ferme par leur mère et ils sont consommés au même âge. Mais finalement, ce n'est pas la même viande après. D'accord. Okay. Mais ici, on ne fait pas de viande en fait. On ne fait pas de viande de veau ici sur cet élevage. D'accord. Et du coup, alors je crois que tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais une vache, elle a une gestation de 9 mois, oui, c'est ça? 9 mois. Comme un humain. Oui. Elle met bas sur un veau comme un humain, quoi. Oui, 1 à 2, ça peut être 2 veaux. Ouais, ça arrive qu'il y ait des petits jumeaux. Ouais. Ouais. Et du coup, la cadence d'une exploitation pas bio, c'est quoi à peu près par an? Alors, il faut qu'il y ait un indice vélage, c'est-à-dire un IVV qui soit pas trop élevé. Donc, on dit qu'une vache, il faut qu'elle fasse 1 veau par an pour être rentable. Nous, en bio, en fait, on leur laisse un peu plus de temps. Par exemple, quand elles viennent de mettre bas, des fois, elles reviennent en chaleur au bout de 40 jours. Mais nous, on ne va pas les faire inséminer ou on ne va pas les mélanger avec le taureau au bout de 40 jours. Elle est très curieuse. Hein. Ouais, c'est Rémi. Elle essaye de bouffer mon câble. On ne va pas les mettre avec le veau au bout de 40 jours, avec le taureau au bout de 40 jours, parce qu'on préfère qu'elle se retape un peu mieux, qu'elle attende Oui, alors un peu toi, plus. tu as un taureau, c'est ça aussi qu'on a peut-être pas dit. Toi, tu as un taureau qui insémine la plupart, qui se reproduit avec la plupart de tes vaches. Qui se reproduit. Donc le taureau, il est dans le box, dans la ferme. Quand il y a des vaches en chaleur, on peut les mélanger avec le taureau. Le taureau, il ne se promène pas en liberté au milieu des vaches parce que déjà, c'est dangereux, un taureau. Ouais. Donc quand il y a une vache en chaleur, le taureau, il est là, il détecte la vache en chaleur. Il va montrer à l'éleveur que cette vache a besoin d'être inséminée. Et on va mettre la vache dans le box avec le taureau. On va les laisser la nuit tranquille et ils vont faire leur boulot. Nous, on laisse en bio un peu plus les cycles longs. C'est-à-dire qu'on ne va pas se presser pour refaire inséminer la vache de suite. On lui laisse un peu de temps après son petit veau pour qu'elle récupère, qu'elle soit en bon état et qu'elle soit prête à refaire un veau. On regarde son état corporel, on regarde qu'elle se soit un peu engraissée, qu'elle soit pas trop maigre. Une vache laitière, ça produit beaucoup de lait.
et ça a tendance à puiser dans ses réserves et à maigrir rapidement. Donc on fait en sorte en bio que la vache soit en bon état avant de la refaire inséminer. D'accord. Et donc, tu leur laisses un peu plus de temps que dans un élevage traditionnel. Oui, elles ont plus de temps. On fait vraiment au cas par cas, au feeling. On attend de voir qu'elles soient bien en état et qu'elles soient prêtes à être réinséminées. Il y a des périodes aussi où ça marche mieux que d'autres. Par exemple, l'été, en plein été, quand il fait très chaud, on ne les fait pas se reproduire en plein été parce que c'est déjà des conditions difficiles au niveau du climat. Donc, on les fait plutôt inséminer au printemps ou à l'automne. D'accord. On a 2 périodes. Donc si par exemple il y en a une qui met bas au mois de mai, souvent elle va attendre à l'automne avant de nouveau se reproduire. Donc elle va avoir ce fameux IVV beaucoup plus long. Mais c'est voulu en fait. On attend d'avoir les meilleures conditions de repro pour et ça c'est le critère bio qui te permet de pouvoir travailler comme ça. C'est le critère bio. Et tu ne mangeras pas mon câble. C'est non. Elle va partir là-bas. Allez, va. Joséphine. Vas-y. C'est le critère Joséphine, bio. elle veut avoir un compte influenceur, je crois. C'est le critère bio et c'est le critère, aussi que c'est un élevage à taille humaine ici. Il n'y a qu'une 50aine de vaches, pas plus, donc on peut vraiment individualiser la reproduction et la production de nos animaux. D'accord. Voulu. Et sur un élevage traditionnel, par exemple, pas bio, tu as combien de vaches ? Ça dépend, il y a des petits élevages traditionnels ici encore où il y a des élevages avec 40-50 vaches en conventionnel, c'est possible. Sur la commune, il y a un élevage, ils sont en conventionnel, ils ont 200 vaches avec des robots de traite. C'est des gars qui bossent super bien, chez eux c'est carré, ils respectent les normes aussi qui sont les leurs, ils font très attention aussi à tout ce qu'ils font sur leur culture, etc. Mais ils n'ont pas le cahier des charges de la bio comme nous on peut avoir. D'accord. Et il y a beaucoup de laits infantiles qui ne sont pas forcément bio. Qu'est-ce qui toi t'a poussé à vouloir travailler avec Nactalia ? Alors, moi déjà je trouve que le produit de Nactalia, le lait infantile bio, en fait c'est... Moi je suis mère de famille aussi, j'élève mes enfants ici et j'avais envie que mes enfants ils grandissent dans un environnement hyper sain, quoi. Donc je me suis dit cet environnement sain, il faut le transmettre, quoi. Il faut que les gens ils aient accès à ça aussi comme alimentation pour leurs enfants. Donc déjà en tant que maman, ça me donnait envie de faire cette marque-là. Et tu vas tomber. Et après, je trouvais qu'au niveau, ça répondait vraiment. Enfin, moi, je suis sûre de mon produit, quoi. Je sais qu'il est produit dans des super conditions, que les vaches, leur bien-être est hyper respecté, qu'elles sont heureuses ici et tout. Donc, je me voyais bien concrétiser la vente du produit au travers de cette marque. Ça me ressemblait bien, quoi, je trouve. Ok, voilà. Très bien. Et tu me disais aussi, c'était vachement intéressant que tu ressentais beaucoup le changement climatique, toi. Ah oui, ça c'est quelque chose qui va être compliqué dans les années à venir, à mon avis, à gérer pour nous. Ici, même si on est en altitude, on a beaucoup souffert ces 2 dernières années des chaleurs extrêmes l'été. Ouais. Et là, une vache, par exemple, c'est un animal, il est bien à 10 degrés. Ah oui. La vache, 10 degrés, c'est la température idéale pour elle. C'est un animal qui boit jusqu'à 100 litres d'eau l'été quand il fait très chaud. Et quand la chaleur est accablante, elles souffrent de la chaleur et elles ont la flemme de se déplacer tellement il fait chaud. Donc elles vont plus s'alimenter, elles vont plus boire et elles sont vraiment en souffrance l'été quand il fait chaud, les vaches. Donc il ne faut pas trop les pousser, il ne faut pas trop les embêter justement avec la reproduction, tout ça l'été, quoi. Elles ne sont pas dans des bonnes conditions. Le réchauffement climatique, pour produire du lait ici dans l'Aveyron, dans le sud-ouest de la France, moi je suis inquiète pour les années à venir, quoi. Franchement, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait à ce niveau-là, quoi, parce qu'on ne pourra plus avoir de l'herbe verte comme ça à cette saison. Avec un réchauffement et des périodes très longues de sécheresse, ça sera plus possible dans quelques années, c'est fort possible. Ouais. Ah, Joséphine nous quitte. Ouais, elle va peut-être aller faire un peu sa vie maintenant. Ouais, c'est bon, elle a vu le live, ça l'intéresse pas, quoi. Ok, écoute, moi je trouve ça fou, parce que je trouve que c'est vraiment limite un sacerdoce en fait, et c'est des métiers qu'on connaît peu. Et c'est pour ça que je te remercie de nous avoir ouvert les portes de ton exploitation, c'est que globalement il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de craintes aussi, et je pense que c'est sain de se poser des questions et d'arriver à lever un peu le voile sur pas mal de choses, donc merci pour ça.
Est-ce que toi, tu as des envies en particulier sur le développement de ton exploitation pour le futur, ou est-ce qu'il y a des aménagements que tu voudrais faire, ou tu es plutôt satisfaite de ce que tu as mis en place? Moi, pour l'instant, je suis assez satisfaite de ce qu'on a mis en place. On a encore pas mal d'investissements. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'endettement des agriculteurs, Ouais. etc. Ici, on a fait les choses, on a essayé de faire les choses raisonnablement et de privilégier des bâtiments déjà existants, de l'extérieur. Donc forcément, quand on valorise des parcelles à l'extérieur, on a moins besoin d'équipement. On a des tracteurs, etc. comme tout le monde, mais on essaye plutôt d'acheter de l'occasion, de faire attention à comment on gère justement ces investissements-là. Mais comme toute entreprise, il faut investir, quoi. Il faut aller de l'avant, il faut se moderniser, il faut toujours être aux normes, etc. Surtout en production laitière, donc il y a toujours des aménagements à faire. Là, il y a un aménagement qui va être fait pour la distribution des aliments. Il y a des abreuvoirs aussi qui vont être installés en plus grande quantité. Ça vient avec le réchauffement climatique se rajouter, parce qu'on n'a pas assez de points d'eau en fait pour les animaux, pour leur bien-être l'été. Il faut qu'on en rajoute. Tout un tas de choses qui vont être mis en place justement pour s'adapter à ce climat. J'étudie aussi les pistes pour avoir des ventilateurs dans le bâtiment, pour la nuit, pour brasser l'air. Voilà, essayer d'aménager des bâtiments pour vraiment pallier à ces pics de chaleur l'été. Et après, sinon, un projet de diversification aussi sur l'exploitation, avec un projet de gîte qu'on a avec mon mari, et pour justement conserver du patrimoine, pérenniser l'activité, et en même temps faire connaître la ferme, accueillir des gens et expliquer ce qu'on fait, quoi. C'est essentiel de faire de la pédagogie aujourd'hui et de montrer aux gens de quoi on vit, comment on travaille, comment sont nos animaux, est-ce que nos animaux sont bien traités, est-ce que nous on est heureux dans notre travail, et puis notre région, notre environnement, il faut absolument qu'on le fasse découvrir. On est bien ici, donc il faut que les gens le sachent, quoi. Ouais, c'est clair. Le gîte, c'est prévu pour quand? Là, c'est le début des travaux, donc ça ne sera pas avant 2 ans à mon avis. On va suivre ça. Ça va être un peu de l'autoconstruction en plus, parce que c'est vrai que c'est un projet conséquent, donc il faudra plusieurs mois. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire autour de ton métier, de messages que tu as envie de faire passer par rapport que les éleveurs, surtout les éleveurs laitiers ou même les autres éleveurs, ils font ce métier par passion, mais aussi quand même de plus en plus, c'est des entreprises comme les autres. Il faut en vivre de ce qu'on fait. Il faut vendre du lait, il faut que les animaux soient productifs. C'est comme ça, on ne fait pas de l'élevage que parce qu'on est que pour regarder des vaches pâturer, quoi. Et derrière, il y a un enjeu économique, il faut faire vivre une famille. Donc ça, c'est important. Par rapport au bio, c'est un vrai engagement. Le bio, c'est plus difficile que les filières conventionnelles. C'est ce Il y a plus de cahier des charges. C'est ce qui justifie aussi quelque part le prix d'un produit, quoi. Aujourd'hui, faire du bio, c'est faire le tour de ces champs avec une débroussailleuse à la main et une faucille pour couper les ronces. Oui, parce que tu n'as pas le droit de mettre parce qu'on n'a pas le droit aux désherbants ou aux produits pour débroussailler, quoi. C'est aussi quand on fait des cultures comme là-bas de maïs, c'est passer entre les rangs de maïs avec un outil mécanique qui va sarcler le maïs en fait pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Mais ça, c'est pareil, ça prend plus de temps, ça a un coût. C'est accepter aussi que les rendements soient moins importants. Par exemple, quand on fait de l'ensilage d'herbes, en bio, on va ramasser 5 à 6 tonnes de matière sèche hectare, alors qu'en conventionnel, on peut aller jusqu'à 8-9. Pourquoi ? Parce qu'on a apporté en conventionnel de l'engrais minéral, que nous, on n'a pas mis. C'est exclu, ouais. Donc, il faut comprendre aussi que le bio, il y a moins de volume produit, mais il y a le même qualité. Travail, voire plus de travail. Donc forcément, il faut que derrière, on ait une valorisation qui suive, quoi. C'est pas juste parce que c'est bio que ça vaut plus cher, c'est parce que derrière il y a un vrai travail qui correspond à un travail qui est beaucoup plus engageant et beaucoup plus contraignant finalement. Tout à fait. Et sur cette ferme aussi, le bio, ça a permis de créer un emploi. Avant, on était 2 avec mon père il y a plusieurs années, on travaillait qu'à 2 en conventionnel et on n'était que 2 à pouvoir vivre de ce travail en conventionnel. Quand on a décidé de faire la conversion en bio, le fait d'avoir moins d'animaux et que les animaux
produisent un peu moins mais que ça nécessite un peu plus de boulot, de surveillance, ça nous a permis de créer un demi-poste en plus. Donc le bio, c'est vraiment créateur d'emplois ici dans la région. C'est dynamique en fait comme filière, vraiment. Toi, tu vois, tu constates une augmentation des exploitations bio? Oui, dans la région, oui, il y en a eu de plus en plus parce que c'est une région de montagne, donc ça s'y prête bien. Ici, vous le voyez, c'est vallonné, c'est pentu. On a des parcelles comme celle-là là-bas, par exemple, qui penchent à 80%. Ouais. Mais on ne peut pas aller faire des cultures sur cette parcelle. Donc comment on va faire pour valoriser cette parcelle? On va faire pâturer les animaux. Ouais. Le cahier des charges de la bio se prête tout à fait à cette région qui est vallonnée en altitude. C'est vraiment une région où c'est indispensable de faire pâturer des animaux pour préserver ces bocages et ces parcelles-là. L'herbe pousse naturellement, donc on peut la valoriser grâce au pâturage. Super. Merci Lucie. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui nous attendent. Si tu es OK avec ça, on va regarder un petit peu les questions. Donc, juste lui dire qu'elle est courageuse. Voilà, donc je te transmets le message. Donc, que deviennent les veaux? Sont-ils triés et abattus pour garder plus de lait? La question est un peu biaisée, mais tu as répondu de toute façon. Ils ne sont pas abattus à un mois. Les veaux, ils sont élevés et ils vont faire leur carrière de veau boucher dans une autre exploitation. Et c'est pas le fait d'abattre un veau qui va faire plus de lait à la mère. Vous l'avez vu ce matin à la traite, on a recueilli le lait des mères des veaux et on leur a donné. Mais tout le lait de leur mère leur a été donné. On les a pas privés, quoi. Ils ont eu à manger et ils vont pas être abattus pour qu'on puisse faire plus de lait. Quand ils seront partis de l'exploitation et élevés dans une autre exploitation, là la mère, son lait je le garderai effectivement. Mais tant que les veaux sont chez moi, ils ont le lait à volonté qu'ils veulent. Ouais. Et justement, je crois qu'il y avait une question qui était aussi liée à ça. Voilà, pourquoi les veaux sont nourris au biberon et pas directement auprès de leur mère? Parce qu'une vache laitière, quand elle commence sa carrière de vache laitière, à la mise bas, on va la laisser 2 jours avec son petit veau pour qu'il ait le colostrum de la mère. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers jours, le lait, il n'est pas blanc, il a une sorte de couleur un peu jaune, là, comme du colostrum, qui contient énormément d'anticorps, de vitamines, etc. Donc là, on fait tout pour que le veau ait cette prise colostrale. On le laisse avec la mère 2 jours. Et après, on va le mettre dans un box avec d'autres veaux. Il n'est pas seul. La mère, là, c'est comme une femme qui reprend le travail après avoir s'être occupée de son petit pendant quelques mois. Elle laisse son enfant et finalement, quelqu'un s'en occupe pour elle. Là, c'est un petit peu pareil. La vache laitière, au bout de 3 jours, elle reprend le travail. Elle revient en salle de traite avec ses collègues et elle se met au boulot pour plusieurs mois. Mais son lait est quand même recueilli pour son veau pendant 1 mois et demi. On ne peut pas laisser un veau sous sa mère vache laitière parce que là, par exemple, il y a des mères dans la parcelle. S'il y avait leur petit veau qui les suivait toute la journée, déjà un petit veau c'est épuisé rapidement, il ne pourrait pas se promener dans les pâtures comme là, c'est trop petit pour marcher et donc finalement il n'aurait pas à manger autant que là il a 2 fois par jour en lui amenant au biberon son lait, le lait de sa mère. Donc la vache laitière, une fois qu'elle est rentrée dans la salle de traite et qu'elle commence sa carrière pendant plusieurs mois de lactation, au bout d'un moment, il ne faut pas lui remettre son veau avec elle et tout, sinon elle ne va pas être 100% concentrée dans son job en fait. Elle va être un peu avec le veau, mais en même temps, il faut qu'elle pâture avec ses copines, donc il faut qu'elle ait accès aux pâtures. Et si elle a son veau dans les pattes, elle ne pourra pas aller s'alimenter, ça sera compliqué pour elle. Ouais, ok. Voilà. Il y avait une autre question, je crois que tu as quand même globalement répondu, mais c'était: les vaches reçoivent-elles des hormones pour augmenter la production de lait? Alors pas du tout, ici on n'utilise pas d'hormones, alors je sais pas trop d'où ça vient ce type d'idée, mais les hormones en fait ça sert pas à faire produire plus de lait. Ce qui fait produire plus de lait à une vache, c'est son alimentation, donc soit des protéines, soit de l'énergie. Ici, tout passe par l'alimentation, donc quand elle veut qu'elle produise plus de lait, on donne un peu plus d'énergie, on donne un peu plus de céréales, mais on ne donne pas d'hormones aux vaches, on ne pique pas les vaches avec des hormones ici. D'accord. En élevage conventionnel,
Pour faire du lait, c'est pareil, on n'a pas besoin d'hormones en fait. Les vaches font du lait naturellement, elles sont un peu plus poussées au niveau de l'alimentation, mais il n'y a pas d'hormones qui sont données aux vaches laitières en fait. C'est des vaches qui produisent naturellement du lait. La race Holstein, là, c'est une vache qui est faite pour ça, quoi. Donc il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. T'as combien de races en France qui sont exploitées pour le lait? Je sais pas, la plus connue c'est celle-là, c'est la plus utilisée. Après, il y a la Montbéliarde, la Brune des Alpes, la Normande, la Vosgienne, je sais pas, il doit y en avoir une dizaine à peu près, quoi. Je les connais pas toutes. Ouais. Toi, tu préfères travailler avec les Holstein, c'est ça? Moi, je travaille avec les Holstein. Historiquement, c'est ce qu'il y avait ici sur l'exploitation. C'est une vache hyper facile, hyper docile. Pour une femme, c'est bien aussi. C'est une vache qui écoute l'éleveur, qui est pas du tout agressive et qui se dresse facilement. Il y a des vaches qui ont un peu plus de caractère et je les évite celles-là parce que j'ai pas envie de trop me fatiguer. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je regarde là. Ça, les veaux, on a répondu. Le lait Nactalia est-il fabriqué uniquement avec le lait de Lucie ou avec le lait d'autres éleveurs également? Alors on est plusieurs éleveurs engagés dans la démarche parce qu'une seule exploitation qui fabriquerait que ce lait Nactalia, ça suffirait pas à couvrir tout le réseau en fait. Donc ici il y a plusieurs éleveurs dans l'Aveyron et dans le sud-ouest qui livrent leur lait à la même coopérative. L'usine est à Montauban, on ira la voir tout à l'heure. Et on est plusieurs exploitations engagées dans la démarche. Donc c'est des exploitations ciblées, donc taille humaine, bio, 100%, du pâturage, des petites structures et des gens qui répondent au cahier des charges de Nactalia et du bio, quoi. Ok. Donc on est plusieurs éleveurs, effectivement. De toute façon, tu pourrais pas. Toi, tu produis combien de litres de lait à l'année? À l'année, nous, on produit à peu près 300 000 litres de lait ici avec 50 vaches laitières. C'est énorme. Beaucoup, c'est beaucoup. Donc là, c'est pareil en fait. Nous, on a notre lait qui part pour Nactalia, mais ça suffit pas. Il en faut d'autres exploitations pour produire à l'échelle nationale et compléter et avoir une production régulière, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je pense que tu as répondu. Comment sont nourries les vaches? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Oui, déjà, c'est de l'alimentation produite sur la ferme. Si un jour on a un problème de sécheresse ou de culture, moi ça peut arriver, hein, c'est quand tu produis des céréales et que tu as un aléa climatique, il faut trouver une solution. Donc si j'achète des céréales ou si j'achète de la protéine végétale, j'ai droit de l'acheter que dans la région, que en local. Je fais attention de sélectionner vraiment des aliments qui sont produits sur place et qui sont surtout tracés et certifiés bio, c'est indispensable. D'accord. Mais tout le fourrage, c'est que du 100% bio et produit sur l'exploitation. Ok. Voilà. Autre question. Est-ce que tu recommanderais ce métier à quelqu'un qui n'a jamais fait d'élevage? Déjà, il faut venir voir et découvrir en quoi ça consiste. Il faut s'imprégner parce que en fait, c'est pas qu'un métier, c'est vraiment un mode de vie, c'est des horaires précis. Mais oui, c'est hyper intéressant. Après, il faut être ouvert, il faut quand même sortir, essayer d'arriver à prendre des congés, c'est indispensable. Il faut couper des fois comme tout boulot. Mais quand on n'a jamais mis les pieds dans une ferme et qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, bon, ça peut paraître, c'est beau, c'est la petite maison dans la prairie, c'est magnifique et tout, mais il y a quand même une contrainte quotidienne. Et il y a des enjeux économiques, quoi. Il faut vivre de ce qu'on fait, c'est la clé. Si c'est pas rentable, si c'est pas viable, les agriculteurs demain ils vont pas continuer, quoi. Il faut absolument qu'on ait du pouvoir d'achat, qu'on puisse partir en vacances, qu'on puisse élever nos enfants dans des conditions normales, c'est primordial, quoi. Ouais. Hop. Autre question. Est-ce qu'on connaît la répartition des élevages bio versus des élevages traditionnels? Question précise. Alors on la connaît pas, mais en tout cas pour la COP, il y a à peu près 175 élevages dans le sud-ouest qui sont en bio. D'accord. Sur on va dire environ 2000 élevages. Ah oui, c'est vraiment anecdotique. C'est quand même une niche. On reste anecdotique, on reste très minoritaire. Le bio en Occitanie, pour l'instant, c'est à peu près 5% au niveau des terres converties en Occitanie, 5 à 6%. On table sur du 10% dans les années à venir, peut-être dans 10 ans.
Mais faire une conversion en bio, c'est long aussi, ça prend du temps. On ne décide pas qu'on est en bio comme ça du jour au lendemain. Il faut pendant 2-3 ans que le sol soit complètement privé d'engrais chimiques, plus de pesticides. Il faut que les vaches mangent une alimentation bio pendant plusieurs années pour que le lait puisse être certifié. C'est une conversion qui est longue. Donc on ne se convertit pas comme ça en bio, il faut du temps. Et ça prend du temps, effectivement, mais ça reste encore, le bio en France, on reste minoritaire. Hein. C'est pas tout le monde qui s'est engagé dans la démarche. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore des questions ? Il y a beaucoup de questions sur les veaux, mais je pense qu'on a vraiment bien répondu sur comment on insémine les vaches, comment elles donnent du lait, que deviennent les veaux. Je pense qu'on a été assez clair là-dessus. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu aimerais léguer ta ferme à tes enfants ? Oui. Alors la transmission, il faut y penser toute sa vie. Mais après, il faut voir autre chose aussi quand même, quoi. Aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, on est dans un monde où il peut se passer plein de choses. Une carrière professionnelle, ça évolue. On ne fait pas forcément le même boulot toute sa vie. Moi, ils feront ce qu'ils voudront. Pour l'instant, c'est pas trop à l'ordre du jour. Ils sont jeunes aussi, c'est ce qu'on disait. Voilà, et puis c'est pas... Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs qui s'installent, des fois, ils ont un boulot à l'extérieur avant de s'installer. Ça leur permet d'être salariés pendant plusieurs années, de voir ce que c'est une contrainte avec un patron, avec des horaires, etc. Il y a beaucoup de gens qui reviennent s'installer ici, sur l'exploitation familiale, quand ils ont 30, 35, voire 40 ans, pour justement terminer leur carrière et vraiment changer de vie, quoi. Ça se fait beaucoup. Aujourd'hui, des jeunes à 20 ans qui s'installent, c'est pas trop justement ce qu'on conseille dans les champs d'agriculture, etc. On conseille plutôt de bosser à l'extérieur, de voyager, d'aller voir d'autres élevages et après de revenir sur une structure avec un vrai projet, quoi. D'accord. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de nouvelles questions, mais a priori, on est bon. Voilà, écoute Lucie, un grand merci. Franchement, c'était vraiment très très sympa de nous ouvrir merci à vous. Les portes de ton élevage. Je suis ravie de vous avoir accueillis. C'est une expérience hyper enrichissante. Et puis, on est là pour montrer ce qu'on fait, pour faire de la pédagogie et expliquer, c'est essentiel. Et ouvrir sa ferme, en fait, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Surtout sortie de confinement et tout, à mon avis. Ouais, tu m'étonnes. je te confirme que ça me fait du bien, là, dans le pâturage, d'avoir un peu... On a beaucoup de chance ici par rapport à ça. Et montrer ce qu'on fait, montrer notre travail, il faut le faire, hein, tout simplement, quoi. Ouais. D'ailleurs, je vous en reparlerai, mais je crois qu'il y a un dispositif, je vais y arriver, de porte ouverte qui va être mis en place par Nactalia si vous aussi vous avez envie de visiter l'élevage de Lucie, mais pas que, parce que c'est voilà. Je pense que tu veux pas non plus, ça t'empêcherait de faire ton métier si tu avais des cars toute la journée. Des cars, non, mais ça dépend des périodes. Mais ça peut, avec Nactalia, on va l'organiser pour faire des portes ouvertes. Il y aura d'autres élevages aussi qui ressemblent beaucoup aux miens, qui seront partenaires de la démarche. Super, donc je vous tiendrai au courant si vous aussi vous avez envie de rencontrer Lucie ou de rencontrer ses homologues pour en savoir un peu plus sur un élevage laitier bio. Et voilà, merci à tous pour vos messages. On nous remercie pour le live, dire que c'est intéressant, très beau métier, quel courage. Voilà, donc un grand merci à tous d'avoir suivi ce live. Je le mettrai en replay sur mon compte, que vous puissiez avoir une petite session de rattrapage si toutefois vous n'avez pas pu rejoindre le live à temps. Et cet après-midi, je vous donne rendez-vous dans l'usine de Nactalia où le lait de Lucie notamment est transformé en lait infantile. Donc je pense que là aussi, il y a une étape clé qui peut être aussi un peu cryptique quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc je suis super contente que l'usine ait aussi accepté que je vienne fouiner un peu derrière les machines. Voilà, donc nous, on va terminer avec Lucie qui nous accompagne d'ailleurs à l'usine. Je suis trop contente, ça va être sympa. Et voilà, je vous laisse sur ce pâturage magnifique en Aveyron. Et je vous remercie d'avoir suivi le live et on se tient au courant très vite. Merci. À bientôt.